Merci à vous d'être présente ici aujourd'hui. On débute, donc je suis Quentin Pazetti, l'animateur de ce petit atelier, animateur qui normalement ne devrait pas dire grand-chose, parce que dans les thématiques abordées, ce n'est pas moi qui ai des choses à dire. Malheureusement, la personne, donc Jean-Luc, qui devait prendre la parole sur les questions, l'approche des questions, aujourd'hui on a toute cette approche des questions décoloniales dans un ensemble de domaines. J'avais demandé que Jean-Luc vienne parler de cette approche-là, décoloniale, de la pensée, de la critique, de nos pratiques. J'avais demandé qu'il vienne nous en parler en rapport avec les pratiques du travail social, mais en raison de la complication liée à la grève de la SNCB, plus ici sur Charleroi, localement, apparemment il y a un mouvement également de grève, ne fût-ce que partielle des techs, donc tout ça complique énormément les choses, et donc malheureusement Jean-Luc ne sera pas là. Je ne suis moi-même pas du tout ni compétent, ni qualifié, ni suffisamment informé que pour vous tenir vous dire un petit mot là-dessus. Donc malheureusement on met ça de côté. Il y a un compte rendu très succinct qui vous a été donné, qui vous est possible de lire. Je vous invite, si ces questions-là vous intéressent et qu'aujourd'hui vous serez donc dans la frustration de ne pas avoir eu cette approche présentée, à commencer avec des petites lectures un peu sympas sur cette thématique. Il y a de plus en plus de choses qui sortent et qui sont d'ordre, je dirais, plutôt de type de vulgarisation scientifique plutôt que les grands textes que l'on pourrait retrouver, qui sont très importants à la base de cette manière aujourd'hui de déconstruire à nouveau notre représentation sociale et nos pratiques de manière générale. Donc malheureusement, on passe au-delà de ça aujourd'hui, et on espère voir Jean-Luc la fois prochaine. Je vais vous présenter donc deux intervenants qui vont avoir du coup le temps et pas de pression pour expliquer ce qu'ils sont venus nous raconter. Volontairement, j'avais contacté la Fédération des services sociaux et puis ensuite aussi en même temps, et je voyais lequel devait me répondre en premier. J'avais lu quelques articles qui paraissaient notamment sur les réseaux sociaux de ce collectif Travailleurs Sociaux en lutte. Donc c'est eux que j'invite, et donc on a deux membres de ce collectif qui sont là aujourd'hui, que je vais juste présenter très succinctement et puis je leur céderai la parole, qui viennent nous parler en réalité d'enjeux politiques actuels dans le travail social à travers leurs pratiques. Alors, on n'a pas le temps de parler de tous les enjeux, mais eux ont ciblé dans ce collectif un ensemble de choses pour lesquelles ils ont des revendications, ils ont des idées pour les faire changer, les aménager. Donc je trouvais ça très intéressant de créer un atelier. C'est le nom de l'atelier, Enjeux politiques actuels et travail social, de venir en débattre avec vous. Et pour cela, dans ce collectif, les personnes qui m'ont répondu, c'est d'abord Simon, puis il y a eu Nora, et puis je pense que même une fois j'ai eu quelqu'un au téléphone, c'est Nora ou encore quelqu'un d'autre, j'ai eu une dame, mais voilà, ça on se doute dans les collectifs comme ça, et puis j'ai dit, bon, il va falloir quand même me donner le nom de ceux que vous allez envoyer au front, donc la chair à canon du collectif aujourd'hui. C'est Poupard Nora, je ne me trompe pas, assistante sociale de formation, coordinatrice d'une ASBL d'aide de première ligne à Scarbeck. Et Simon Hupien, j'ai mon copion, comme tout bon enseignant évidemment, qui est un agent d'insertion au CPS de Liège. Tous deux sont membres de son collectif. Je vous invite à prendre la parole, nous dire un petit mot sur votre collectif et puis de gérer votre temps de parole comme vous le décidez. Ce que je ferai peut-être, c'est, lorsqu'il restera, si on traîne jusque-là plus qu'une petite demi-heure ou quoi, je vous ferai un petit signe, comme ça, on laisse la possibilité de poser des questions. Ok, il y a de l'eau, etc. Vous m'envoyez vous servir quand vous voulez. Ça va. Ouais, super. On va d'abord parler un petit peu du collectif nous-mêmes, et puis comme on a ce temps complémentaire, ça nous laisse l'occasion de vous montrer un peu en image à la fois une partie des constats qu'on a fait et aussi certaines actions. Ça matérialisera un peu ce qu'on fait dans le collectif et ce qu'on a réussi à revendiquer, à mettre sur la place publique. Donc, du coup, Simon va vous présenter d'abord un peu les prémices du collectif. Ouais, d'accord. Travail social en lutte, c'est un collectif militant qui s'est fondé en 2020, un petit peu avant la crise du Covid en fait, dans l'affiliation de deux autres collectifs quelque part
Le premier, c'est la santé en lutte, qui était un collectif de base rassemblant des gens travaillant dans le secteur des soins de santé, et un collectif français qui porte le même nom que nous, qui s'appelle Travail social en lutte, et qui est plutôt une plateforme intersyndicale qui défend les intérêts du secteur. Et à l'origine du collectif, il y a cette idée que, en fait, le secteur social, c'est un secteur économique dans lequel il y a énormément d'intervenants et notamment énormément de ce qu'on appelle des corps intermédiaires. C'est-à-dire, vous avez pour défendre le secteur, défendre les travailleurs du secteur, défendre les professionnels, défendre les missions, vous avez à la fois des fédérations de secteur, des fédérations d'associations, vous avez des fédérations patronales de différentes associations, vous avez des fédérations institutionnelles, quand on parle de fédérations des pouvoirs locaux, fédérations des CPS notamment. Vous avez des fédérations qui défendent les professionnels du secteur en tant que tels, c'est là par exemple la fédération des assistants sociaux. Vous avez des syndicats évidemment qui jouent un rôle dans tout ce qui est les questions de statut pécuniaire, les conditions de travail, etc. Et que dans tout ce paysage-là, c'était parfois un peu difficile pour des travailleurs sociaux de terrain de se rencontrer tous ensemble et de parler de leur réalité et de ce qu'ils veulent véritablement défendre. Donc il nous semblait qu'il manquait dans le paysage, en tout cas c'était notre impression, qu'il manquait un collectif qui rassemble des travailleurs de base, des travailleurs qui travaillent dans le champ social au sens large. Ça veut dire, nous on incluait notamment tout ce qui est assistants sociaux, éducateurs, mais aussi tous ceux qui travaillent dans le champ du travail social communautaire, dans le champ d'éducation permanente, où il n'y a pas, qui est parfois un petit peu vu comme différent du secteur social en tant que tel, et travaillant aussi à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, parce que ça aussi c'est une grande dichotomie qu'on peut trouver dans le secteur. Les travailleurs du champ associatif, ils parlent assez peu avec les travailleurs de la fonction publique, quoi. Et cette envie de faire se rencontrer toutes ces personnes-là, de les faire discuter en fait des réalités du secteur, ça a été un peu l'idée de fonder Travail social en lutte. Et en se rencontrant, on détermine à ce moment-là, puisque c'est la crise du Covid, on détermine qu'on a à ce moment-là un gros problème en fait, quelque chose qui bouleverse un petit peu nos habitudes de travail, qui fait qu'on ne travaille plus de la même façon. C'est la crise Covid, elle fait qu'on doit, pour certains, travailler en distanciel, et pour d'autres, en fait, pour tout ce qui est impossible de faire en distanciel, c'est arriver avec un afflux de public, de personnes qui sont dans des situations d'urgence, qu'il faut gérer, qu'il faut recevoir, et qui n'ont nulle part où aller, si ce n'est vers les travailleurs sociaux de première ligne, plutôt du coup de l'associatif. Et donc, ça a été une de nos premières réflexions, c'est, mais d'une part, comment est-ce qu'on fait pour gérer cet afflux de personnes, et qu'est-ce que nous, en tant que travailleurs sociaux, on pense en fait de ce travail en distanciel, qui était une façon de travailler dans l'urgence d'abord, mais qu'est-ce qu'on pense après la crise Covid, de cette tendance à la numérisation dans toute une série de secteurs, qui fait que nos publics se voient obligés d'aller frapper à la porte des travailleurs sociaux pour régler toute une série de choses qu'ils pouvaient faire auparavant à toute une série de guichets d'institutions et qu'ils ne peuvent plus faire actuellement.
Et donc, Nora aura l'occasion de vous parler un peu de comment on a traité cette question sur le plan théorique. Et puis, ensuite, moi, j'embrayerai un peu sur la façon dont on a voulu la faire émerger dans l'espace public, comment on a voulu un petit peu montrer nos difficultés et comment est-ce qu'on a un peu fait pression sur les institutions et notamment les institutions où se concentre le pouvoir pour essayer de régler cette question à l'avantage des travailleurs sociaux de première ligne et de leur public. Un dernier mot peut-être sur la façon dont Travail social en lutte s'organise. Donc nous, on est un collectif militant, c'est-à-dire qu'on est d'une part très peu institutionnalisé, c'est-à-dire que la vie du collectif repose sur la bonne volonté de ceux qui s'y investissent. On est un collectif qui repose sur une organisation horizontale, c'est-à-dire qu'on travaille par assemblée générale ou par assemblée locale. On décide de nos prises de position et de comment on veut les diffuser tous ensemble. Une dernière chose qui est importante à dire peut-être, c'est qu'on est un collectif de mobilisation, mais ça apparaîtra peut-être dans ce que je dirai tantôt, et qu'on est par ailleurs en éternelle construction, quoi. C'est-à-dire qu'on cherche évidemment à se développer, à développer nos groupes locaux et à se mettre en relation avec d'autres travailleurs sociaux dans d'autres régions du pays, dans d'autres pays, histoire de partager nos expériences, de voir un peu comment ça se passe ailleurs et de mettre en commun à la fois nos réflexions et notre histoire organisationnelle, pour voir un petit peu comment on s'organise ensemble les uns avec les autres et puis en interne. Voilà. Ouais, ok. Mais la première action dont moi j'ai entendu parler, moi j'ai rejoint le collectif pas en 2020, c'était plutôt il y a 1 an et demi plus ou moins. Ça a été de faire une invitation en ligne, du coup c'était en plein confinement, c'est le titre, est-ce que le travail social est essentiel ? Et en fait ça a réuni plein de travailleurs sociaux qui sont connectés à cette réunion pour faire des constats en fait, de mais qu'est-ce qu'on fout en fait, on est en train de remplacer des institutions publiques. On a eu l'occasion de décréter nous-mêmes si nos services étaient essentiels ou pas, et donc si nous, on pouvait venir travailler sur place ou pas. Il y a quand même, il y a le SPF et la commune, visiblement, ne sont pas essentiels, puisque eux n'ont pas rouvert leurs portes, et c'est encore vachement laborieux, le télétravail à bon dos. Et donc, alors que nous, en fait, finalement, un service comme le mien, on a fermé les 2 premières semaines, comme tout le monde, parce que inconnu total, etc. Mais en fait, dès la première possibilité, on a réouvert nos permanences, d'abord sur rendez-vous, le temps de désinfecter avant, après, etc. Mais voilà, il y avait quand même un gros questionnement sur nous, on est essentiel et pas les autres, mais comment ça se fait en fait ? Comment ça se fait que nous, on sait s'organiser pour avoir des désinfectants et nous, on est OK d'être exposés aux microbes en rencontrant les autres personnes, etc. Donc c'est un peu cette image de la porte qui est restée ouverte par rapport à toutes celles qui ont fermé. Et vous verrez que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup évidemment dans nos revendications, puisque à la rencontre des interlocuteurs, on va leur signaler mais votre porte est fermée, en fait c'est pas possible, vous pouvez pas vous reposer uniquement sur nous. Le film qui va passer ici a été tourné dans le service social où moi je travaille, sur l'initiative d'un autre membre du collectif du travail social en lutte. Elle a travaillé pendant tout le confinement sur base d'un subside renfort Covid de la COCOF, dans un service social de première ligne similaire. Et elle avait vraiment, et elle a eu une très bonne intuition en fait, elle avait envie de montrer comment est-ce que nous on se retrouve à travailler en fait avec des personnes qui n'ont pas la possibilité elles-mêmes de prendre contact, mais même nous on n'a pas cette possibilité. Donc en fait, ça démontre un peu toute la responsabilité qui a coulé à la fois sur les personnes et puis aussi sur les intermédiaires comme les travailleurs sociaux pour essayer de joindre des institutions qui à la base sont censées quand même pouvoir assumer elles-mêmes leur mission. Les CPS, les syndicats, le SPF, etc. Et donc voilà, ça vous met en situation dans un service social de première ligne tout basique. Et puis alors ça fait un lien avec différentes actions qu'on a menées. Et ça je crois que c'est intéressant ici dans l'intervention de vous le montrer, comme ça vous voyez un peu comment ça a pu prendre forme.
comme je vous disais, l'ambition c'est de montrer un peu à quoi revient aujourd'hui notre travail social. Vous voyez une personne qui vient avec son petit papier là chez nous à Scarbeck. La commune n'a toujours pas vraiment ouvert, ils ont des bornes depuis le mois de juillet. Mais donc on a vu des centaines de personnes vraiment venir comme ça chaque jour. Les gens venaient avec le petit papier. Donc à la commune, ils disaient ah vous venez ici mais nous on est fermés. Donc en fait pour prendre rendez-vous chez nous, vous allez dans ce service social et vous demandez d'envoyer un mail à cet endroit-là. Et alors ils cochaient le mail auquel on devait adresser le mail. Et nous, on était chargés, du coup, avec les personnes, de scanner leur carte d'identité, d'expliquer la demande, de bien la formuler, etc. Donc c'est hallucinant, quoi. Le service était là pour dire qu'ils étaient fermés et qu'il fallait envoyer un mail via un service social. Et donc, bon, ça c'est un problème de sous-traitance pure, on a eu des impôts avec les bourses d'études, etc. Donc ça c'est une première chose, évidemment, on a eu besoin d'aller mettre sur l'espace public. Mais il y a aussi, je crois qu'on le voit ici, c'est quoi le permanence sociale. En fait, on est là avec les gens. On se retrouve avec des répondeurs, en fait on ne sait rien faire, quoi. On n'arrive pas à débloquer, à faire en sorte que les personnes atteignent leurs droits. Ouais. Excusez-moi, mais en fait je ne comprends pas de quoi dépend votre service social. Le service social où moi je travaille, c'est un service qui est agréé par la COCOM, c'est un centre d'aide aux personnes. Et donc on fait seulement une permanence de 30 heures semaine pour recevoir des personnes comme ça individuellement. Et on a plusieurs actions de travail plus collectif et communautaire dans le quartier Brabant et environnement. Mais donc on est très autonome par rapport à d'autres, on n'est pas du tout lié au CPS ou voilà. Donc il y en a pas mal à Bruxelles, des services comme ça. Mais du coup justement on accueille toute personne, n'importe laquelle qui a envie de pousser la porte de nos services, elle vient. Il ne faut pas être affilié, rien du tout, quoi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un panel quand même vraiment intéressant, on a un point de vue, en fait on est témoin de quelque chose. Ou avant d'autres, on a pu nommer qu'il y avait un truc qui foirait, et là il y a vraiment quelque chose, quoi. La commune n'assume pas, personne n'assume le fait d'être accessible, et ça retombe sur nous. Et donc il faut visualiser qu'à ce moment-là, on était passé à des permanences avec rendez-vous, puisqu'il fallait la sécurité et tout ça. Et du coup, on se retrouvait à tous nos rendez-vous étaient pris par des personnes qui avaient des démarches à faire avec tous ces services. Et donc, en fait, plus aucune place pour les demandes plus spontanées qu'on avait l'habitude d'accueillir. Et donc, nous, vraiment, dans le chiffre qu'on a essayé d'analyser avec le peu d'expertise qu'on a, on s'est vraiment dit, mais en fait, il n'y a plus que des familles qui viennent. Alors, ben oui, les familles, elles savent qu'elles doivent rendre leurs études, qu'elles doivent faire la démarche pour la réforme des allocations familiales, etc., etc. Donc, ça prend toute la place des rendez-vous. Et tous ces autres, les personnes un peu désaffiliées, isolées, ou pour des problèmes d'endettement, etc., on ne les voit plus. On les voit plus parce qu'eux ne prennent pas l'idée qu'ils vont prendre un rendez-vous pour dans 2 semaines, parce qu'on a été dans des délais comme ceux-là à un moment donné, et ça nous pose question. On est censé être un accueil bas seuil, et on ne rencontre plus ces personnes qui ont besoin d'avoir un accès tout facile à un service. Voilà, donc dès qu'on a pu, on a réouvert ça en rendez-vous, etc. Mais on était comme tout le monde dans un gros flou sur ce qu'on pouvait ou pas faire. Et donc, on a parlé du fait qu'on était en sous-traitance, du fait qu'on ne pouvait plus recevoir toutes les personnes qu'on recevait avant, en tout cas tous les profils. Et il y a encore une chose que je peux dire par rapport à la transformation du travail, c'est cet écran en fait, et c'est ces outils numériques. On passait longtemps à scanner les documents, à les renommer, à les mettre en pièce jointe, à bien formuler la demande, etc. Qu'il n'y a plus aucune spontanéité qui est là dans la relation avec la personne. Ça veut dire qu'on ne va plus savoir faire émerger, ah tiens, ah oui, vous me dites que votre fils est en troisième secondaire, et comment ça se passe pour lui, et voir si on peut activer quelque part un soutien supplémentaire à cette personne qu'on rencontre. Et ben ça a plus sa place. Aujourd'hui, on est déjà hyper content quand le code qu'il faut rentrer sur tel système ou base de données fonctionne, et donc on peut continuer l'entretien, parce qu'on se retrouve plein de fois bloqué avec un code PIN oublié, un mot de passe oublié. Donc voilà, et alors à créer à la chaîne des emails pour les personnes, sans aucune possibilité de recul, de réfléchir à on utilise Gmail ou ceci ou cela. Là non, l'urgence c'est que madame doit avoir sa contribution de ménage, et pour arriver sur Irisbox, il faut un email qui ne peut pas être le même que pour son enfant, si on veut son document. Et donc en fait, on crée plein d'emails que les gens n'iront jamais voir, et probablement font même plus de mal qu'autre chose, parce qu'aujourd'hui, il arrive vraiment que quand on utilise les plateformes, après on soit tenu d'aller voir régulièrement si là-bas il y a des messages ou des choses qui apparaissent, des informations ou des demandes de compléments pour accéder finalement à un droit. Et donc voilà, le collectif nous a vraiment permis de rassembler cette colère et ces constats et de voir comment est-ce qu'on l'exprime. Et finalement, comme première action dans l'espace public, on a publié une carte blanche et qui a été remise, je crois, dans nos interventions, on l'avait donnée, mais donc on a une carte blanche qui est parue dans la Libre en octobre il y a un an.
et qui en fait explique que nous on ne comprend pas en fait et qu'on nous vole notre temps de travail sur des missions pour lesquelles on n'a pas du tout signé. Nous on n'est pas tenu de donner des rendez-vous à une commune. Voilà, c'est un peu le détournement de notre temps de travail et du sens en fait. Il y a beaucoup de collègues qui se sont barrés en disant ça va ou quoi, moi en fait j'ai plus envie de bosser comme ça quoi. Voilà. Tiens, je sais pas, qui est paru là, sur les réseaux sociaux, cette numérisation, elle se perd par qui, au profit de qui et dans quel but en fait. C'est ça la question. Si la numérisation c'était avant tout un outil pour simplifier la vie des gens, super évidemment, hein, et simplifier la vie des travailleurs sociaux, super, mais c'est pas là, c'est pas ça l'enjeu. En fait, ce qu'on constate, c'est que la numérisation, elle se fait à des fins de rationalisation des services publics et à des fins de contrôle. C'est surtout ça. Si je prends un exemple que je connais un peu mieux, puisque je suis dans l'insertion, c'est l'exemple, la façon dont le Forem opère des transformations et numérise ses services à tout va pour l'instant, mais à quelle fin? Afin d'avoir un contrôle plus important et plus fin sur les demandeurs d'emploi, pour savoir, tiens, est-ce que cette personne elle est bien active sur le marché de l'emploi, comme on le souhaite nous, institution, et pas comme le souhaite la personne, quoi. Et par ailleurs, ça corsette un peu les travailleurs sociaux dans leurs interventions, parce qu'ils doivent ils doivent faire avec cet outil, quoi. Ils ont moins de marge de manœuvre. Et donc moi, dans mon travail, tu me demandais, est-ce qu'à un moment donné, le métier d'assistant social, il va changer, je suis pas assistant social, travailleur social, va changer du fait de la numérisation? Oui. On ne peut plus aider les personnes comme avant, du fait des plateformes numériques qui nous asservent dans un pipe là, dont on ne peut pas sortir forcément. Et donc, déjà changé. Ça a déjà changé, évidemment, ça a déjà changé. Et si on n'y résiste pas, c'est appelé à changer encore plus, dans un sens qui, pour nous, n'est pas forcément le bon, quoi. Donc, il faut aussi interroger toutes ces dynamiques-là et s'y opposer quand on le peut, c'est-à-dire construire des outils de résistance, quoi. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de faire dans la précédente campagne, dont vous avez vu des exemples dans la vidéo, et ce qu'on cherche à construire à l'avenir. À la fois parce que nous, notre idée, l'identité du collectif, c'est de porter la voix des travailleurs sociaux dans ce qui fait leur quotidien, leurs conditions de travail, etc., mais aussi dans ce qui fait le sens de leur travail, et donc en lien avec les bénéficiaires. Ça, on souhaite continuer à travailler dans cette dynamique-là à l'avenir, au-delà de la question numérique, mais la question numérique, elle va rester, à mon avis, un enjeu central, quoi, dans les années à venir. Perrine Brodkorn, qui est une chercheuse sur ces sujets-là, justement, elle met en avant qu'il est pris pour acquis que le numérique va aider, est une chose bien, etc. Et en fait, apparemment, pour ceux qui ont suivi cette chercheuse depuis longtemps, j'entendais, je sais pas dire, qui disait, c'est marrant parce qu'au début, elle était très... elle faisait une étude sur le sujet, mais sans beaucoup de questionnement de ça, et on est venu vraiment à dire, mais en fait, on part d'un postulat qui est peut-être pas le bon, de dire c'est mieux le numérique, et donc on en est partout, alors qu'en fait, il faut peut-être vraiment prendre du recul et se demander si c'est ces sociétés-là qu'on veut, parce qu'en effet, on ne rencontre plus les caissières parce qu'on a les caisses automatiques, mais en fait, on voit ça du coup chez nous, où on peut cocher 3 cases sur un formulaire et accéder ou non à un droit sans comprendre pourquoi, sans avoir été reçu, entendu. Et alors, parfois, on ne rentre pas dans ces cases. Quelle violence quand tu dis à la personne, en fait, je ne sais pas quoi cocher, vous pensez quoi, vous? C'est dangereux, quoi. Et on met un mauvais truc et boum, la responsabilité, la personne, elle va l'informer de sa situation. Parce qu'elle n'a pas coché le bon truc, mais en fait, sa situation était complexe à indiquer à travers un formulaire, quoi. Et donc, nous, c'est ça, on veut créer un espace constructif où on va donner notre regard aussi pour nourrir la réflexion de comment on se sert du numérique de manière positive et comment on préserve l'humain comme pouvant du coup accueillir les personnes qui n'ont pas cette possibilité par le fait de lire et écrire ou de tout ce qu'on a cité ici, mais le fait aussi que ça coûte en fait simplement du matériel. Voilà. Mais par rapport au numérique aussi, dans nos services, on a lancé juste avant le confinement un espace public numérique. Donc on avait un projet qui était vachement limité dans le temps, on avait un peu moins de 2 ans de financement pour un temps de travail de mi-temps. Et en fait, pendant ce confinement, ça a été assez génial de voir ce projet se développer. Au début, très compliqué, parce qu'avec le Covid, est-ce que tu peux ouvrir des espaces ou quoi, etc. C'est un espace public numérique mobile, donc il va dans plein d'associations du quartier Brabant.
enfin dans 4 endroits je pense, et donc il veut vraiment être là où vont les gens à leur rencontre, etc. Et c'est un espace que mon collègue ouvre et qui est pour toutes ces questions numériques. Et donc quand la personne, moi en permanence, me dit j'ai un problème avec Xmi, alors moi je me marre parce que je déteste ces technologies, je me débrouille en mail, en formulaire ça va, mais dès qu'on arrive là-dessus, mon smartphone j'ai déjà du mal à l'utiliser, donc je ne sais pas. Et donc je leur dis mais allez voir Paul à l'EPN parce qu'en fait lui il va sans doute savoir vous débloquer ça. Et moi je peux revenir sur la question sociale, et dès que ça touche à la maîtrise du numérique, ils peuvent aller dans cet espace qui en fait met à disposition des tablettes des ordinateurs portables, avec Paul et l'un ou l'autre bénévole, et du coup ils peuvent accueillir la personne soit avec des besoins d'accompagnement vraiment sur la plateforme qu'ils veulent utiliser, soit ils veulent juste l'utiliser gratuitement, et c'est ok aussi. Et donc c'est vraiment à la demande de la personne, et lui, en miroir avec notre renvoi vers lui, dès que lui il a une question qui arrive en fait vers j'ai besoin d'une attestation, ceci, cela, en fait, je ne suis pas sûre que c'est juste une histoire de traitement de texte, c'est aussi une question de savoir à quoi vous avez droit et qu'est-ce qu'il faut mentionner dans cette attestation. Je vous redirige plutôt vers le service social. Et donc là, on voit, c'est fragile parce que ça dépend du financement, et là c'est bien, on a été renouvelé pour 2 ans, mais on voit qu'il y a aussi une évolution de ce travail à rediviser d'une manière à ce que les personnes puissent s'emparer de cet outil petit à petit, mais par ailleurs, vraiment, elles peuvent venir à la permanence. Même si ça les rend vachement dépendants de nos services. On prend aussi un rôle qui n'est pas le premier que ces services sociaux veulent prendre normalement, je pense.